Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parlerai de mes dernières lectures. J'ai lu 5 livres ce mois-ci, mais je ne parlerai que de 4 parce que le 5e, je voudrais le garder pour une autre vidéo qui normalement sera ma prochaine vidéo, qui normalement devrait sortir dans pas longtemps, 1 à 2 semaines, on verra. Bref, le premier livre c'était La place de Annie Ernaux, qui est sorti, il me semble, en 1983. Donc dans ce livre, elle nous raconte des éléments de sa vie réelle. Après, elle nous raconte en fait la mort de son père et la vie de son père. Donc en soi, comme vous voyez, c'est un livre qui est vraiment très court et je vous montre un peu l'intérieur du texte. L'intérieur du livre, je ne sais pas si on voit très bien, mais ça peut vraiment, en théorie, se lire très rapidement, voire en une après-midi. Mais pour moi, ça a pris bien plus longtemps, ça a pris vraiment bien une bonne semaine parce que je dois vous avouer que je me suis ennuyée. Alors, je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais vraiment, je me suis ennuyée en lisant ce livre. J'ai trouvé que c'était assez superficiel, j'ai pas vraiment vu l'intérêt du livre. En fait, il n'y a pas vraiment d'aspect psychologique dans ce livre-là, ce qui m'a un peu manqué. Et c'est une bonne description d'un certain temps, d'une certaine classe sociale, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est bien fait. Mais le côté psychologique m'a un peu manqué. Après ça, ce qui m'a dérangé, c'est, et on pourrait en débattre, c'est l'écriture. Alors l'écriture d'Annie Ernaux, c'est vraiment un grand thème. Ça s'appelle l'écriture plate, donc c'est elle qui la nomme comme ça. Et elle en parle d'ailleurs dans ce livre. En gros, elle explique que l'écriture plate, c'est l'écriture dans laquelle elle écrivait des lettres à ses parents. Et c'est une écriture où elle s'efforce en fait de ne pas faire transparaître les différences qui la séparent en fait de ses parents. Puisque ses parents, si vous ne connaissez pas Annie Ernaux, elle est issue d'un milieu assez modeste et elle a fait des études, elle est devenue professeure. Et donc en ce sens-là, elle s'est élevée socialement, donc une thématique qui revient souvent dans ses livres, c'est ça, donc transfuge de classe, etc. Bref, donc concernant l'écriture, c'est donc une écriture plate. Et personnellement, je n'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé qu'il n'y avait absolument aucun rythme. Et je ne comprends personnellement pas pourquoi les gens sont en s'extasient comme ça devant son écriture. Parce que, comme le nom l'indique, c'est une écriture plate. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt. C'est pas parce qu'il y a un nom que ça y est, il faut s'extasier dessus. Et quand je vous dis que les gens s'extasient dessus, c'est parce que je l'ai vu vraiment. Par exemple, quand j'avais fait mon colloque, j'ai fait donc un master de littérature et on avait un colloque où on discutait du thème pour le mémoire. Et il y avait une personne qui écrivait sur Annie Ernaux. Ils étaient tous là, oh là là, l'écriture plate, c'est extraordinaire. Je suis désolée, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et même en général, ce livre-là, je vais peut-être être un peu dure, mais je ne vois pas l'intérêt de ce livre. Bon, je vais peut-être, voilà, comme je vous dis, me faire des ennemis, mais je pense que vous êtes aussi là pour avoir un avis sincère, et je ne comprends pas. Peut-être qu'Annie Ernaux passera par là et me laissera un commentaire en me disant la seule chose que je vois qui n'a pas d'intérêt ici, c'est toi. Est-ce que tu as déjà écrit un livre? Non, effectivement, je ne sais pas écrire de livre, mais je vous livre donc mes impressions en tant que lectrice. Donc je ne suis pas quand même fermée à Annie Ernaux. On m'a conseillé d'autres livres. La femme... Comment ça s'appelait? Gelée, j'ai tout le temps envie de dire glacée, mais femme glacée, on dirait un nom de dessert un peu. Donc La femme gelée, on m'a conseillé, et après j'ai entendu du bien de La honte et Mémoire de fille, je crois. Donc je pense que ça sera mes prochaines lectures de Annie Ernaux, parce que d'après les retours que j'ai eus, apparemment il y a d'autres personnes qui n'ont pas été totalement convaincues par ce livre. J'ai parfois été aussi un peu, comment dire, étonnée des réflexions qu'elle tient. Parfois j'ai eu l'impression en fait que la famille avait bien plus honte de leurs conditions sociales, finalement, que ça leur importait beaucoup plus qu'aux personnes extérieures parfois. Et je l'ai trouvé aussi à certains moments assez dur par rapport à sa famille, si on compare ça par rapport à d'autres personnes. Donc notamment à un moment, je vais regarder la citation. Donc page 95, elle rencontre un jeune homme qui sera son mari, qui est issu d'une classe sociale différente, d'un milieu différent, et elle parle de son père,
Et elle dit « Il a voulu que ses économies servent à aider le jeune ménage, désirant compenser par une générosité infinie l'écart de culture et de pouvoir qui le séparait de son gendre. » Mais c'est pas quelque chose qui est normal, ça? Enfin, je suis un peu étonnée, je me dis, et dans les familles de riches, ça se passe comment si tu as besoin d'argent, tes parents te jettent comme ça une pantoufle à la figure en te criant « Tu l'auras sur mon lit de mort, mon fric !» Je crois que non. Donc j'ai déjà certaines réflexions comme ça, je me suis dit, mais est-ce que vraiment il a envie de t'aider financièrement parce qu'il est pauvre et parce que il se sent, comment dire, il sent cette différence avec ton gendre et qu'il a envie d'essayer comme de combler ce vide? Je crois pas, il me semble que c'est quand même un comportement normal de parents de vouloir aider financièrement leurs enfants. Il y a ça, et il y a eu aussi une autre citation, donc il faudrait que je regarde aussi, que je retrouve la citation. Page 96, elle parle de son fiancé ou son mari, je ne sais plus exactement s'ils étaient déjà mariés. Oui, ils sont déjà mariés à ce moment-là. Et quand elle va voir ses parents, elle va souvent les voir seule. Et la citation que je voulais vous donner, c'était, donc elle parle de son mari. « Comment un homme, né dans une bourgeoisie à diplôme, constamment ironique, aurait-il pu se plaire en compagnie de braves gens dont la gentillesse reconnue de lui ne compenserait jamais à ses yeux ce manque essentiel, une conversation spirituelle. » Et j'ai trouvé ça quand même un peu... Moi, ça m'a un peu gênée. Donc, c'est un peu difficile de juger forcément parce que c'est une perspective unique, mais si c'est vraiment ce qu'il pense, il y a un problème peut-être plus de son côté à lui que du côté des parents, en fait. Donc voilà, certaines choses comme ça où je l'ai trouvé trop sévère avec son milieu à elle. En soi, c'est une thématique qui m'intéresse. Il y a d'ailleurs d'autres livres qui sont assez connus, qui touchent aussi à cette thématique-là, de la classe sociale, des transfuges de classe. Mais j'ai pas été convaincue par la place d'Annie Ernaux. Il y a certains moments qui étaient touchants, qui étaient un peu plus émotionnels, où on avait l'impression qu'on allait vers quelque chose d'un peu plus profond. Et c'était peut-être un choix de l'autrice, c'était peut-être un peu de pudeur, je sais pas. Mais j'ai trouvé que ça restait quand même assez superficiel. Et le côté un peu plus psychologique m'a manqué. Je n'ai pas vraiment de conclusion à donner sur cette autrice-là parce que j'ai lu qu'un seul livre et j'en lirai d'autres parce que je veux me faire une idée un peu plus juste. Mais en ce qui concerne ce livre-là, je ne comprends pas vraiment l'engouement. Certaines personnes, donc, des impressions que j'ai pu voir sur internet, ont dit être très touchées par ce livre. Personnellement, j'ai du mal à comprendre. Deuxième livre, L'Aja ou l'Adja, je ne sais pas, de Talisma Nasrin, qui est sorti en 1993 dans la langue originale, le bengali. Donc l'autrice est du Bangladesh et elle nous parle dans ce livre des crises politiques et religieuses et des tourments en gros de son pays dans les années 90. Donc dans ce roman, on suit une famille de 4 personnes qui sont hindous. Et on va suivre leur histoire, on va voir toutes les oppressions qu'ils subissent au quotidien. Et à travers cette famille-là, on va voir en fait la situation politique et religieuse très tourmentée de cette époque-là au Bangladesh. Donc on voit comment les hindous sont persécutés et comme beaucoup ont dû trouver refuge en Inde. Je ne m'attarderai pas vraiment sur la situation historique et politique parce que je dois vous avouer que je n'y ai pas compris grand-chose. Alors apparemment l'indépendance du Bangladesh c'était, donc si je me souviens bien, 70-71, quelque chose comme ça. Et en théorie c'est un État laïque. Mais apparemment c'est aussi un État islamique, donc vraiment je ne comprends pas. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même une situation très très compliqué parce qu'en théorie c'est un État laïque, mais en fait c'était difficile de trouver des informations sur internet parce que j'ai trouvé beaucoup de choses qui se contredisaient, non seulement au niveau des informations mais aussi au niveau des dates, parce que j'ai retrouvé aussi l'information qu'apparemment c'est un pays qui est donc musulman, dont le gouvernement est musulman et qui suit en fait les lois religieuses. Mais j'ai trouvé des dates vraiment différentes. Il y en a qui disent que c'était déjà assez tôt dans la création après l'indépendance du Bangladesh.
Il y en a qui disent que c'est un peu plus récent, que c'est pas si officiel que ça, donc c'est vraiment une situation très compliquée. Je dois vous avouer que je ne connais pas extrêmement bien l'histoire du Bangladesh et j'aurais apprécié peut-être avant le roman quelques pages, quelques peut-être repères historiques pour nous expliquer dans les grandes lignes à peu près ce qui se passe à cette époque. Malgré tout, même si on n'avait pas ça, et même s'il n'y avait pas de notes de bas de page pour nous expliquer le contexte historique, je n'ai jamais été perdue à aucun moment parce que l'autrice explique tout de façon vraiment très très claire. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vraiment d'informations concernant le contexte historique, vous ne serez pas du tout perdu. J'ai eu l'impression que le but premier de ce roman était de faire passer un message politique concernant l'importance de la laïcité au Bangladesh et le fait que la laïcité c'est une protection contre le communautarisme. Donc ce sont vraiment les thèmes, la thèse principale de ce livre finalement. Donc c'est le plus important. J'ai eu l'impression que c'était peut-être même un peu plus important que l'intrigue, mais malgré tout, il y a quand même une intrigue. Il y a une intrigue qui est importante. Elle n'est pas négligée. Et au contraire, j'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits, très bien développés. On a aussi envie de savoir ce qui se passe. Donc on a ces deux aspects-là qui sont bien développés. Donc le message politique et l'intrigue, les personnages, etc. Donc comme je l'ai dit, c'est un roman qui est centré sur le Bangladesh. Mais je pense qu'il y a quand même un message qui est plus important, qui dépasse seulement le contexte du Bangladesh et qui personnellement m'a beaucoup touchée. Alors je ne sais pas si c'est du fait de ma culture, étant donné que je suis française et que je suis née dans un pays. La France, c'est quand même une situation assez particulière. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment laïques et qui prônent la laïcité comme une véritable valeur. Donc c'est peut-être aussi parce que j'ai été un peu influencée donc, par ma culture, par l'éducation que j'ai reçue du fait que j'ai grandi en France. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une lecture importante à faire. Et ça m'énerve d'autant plus quand j'entends dire que la France est raciste et qu'on peut pas pratiquer sa religion en toute tranquillité. Allez lire ce livre et regardez-moi dans les yeux en me disant qu'en France, les gens sont persécutés pour leur religion en fait. C'est pas le cas. En France, il y a la liberté de culte et on protège les gens, peu importe leur religion, peu importe leur origine. Et cette protection, elle est aussi due à la laïcité. La laïcité, c'est vraiment une valeur qui est importante. Donc, tout ça pour dire que je pense que même dans un contexte contemporain, même dans un contexte qui n'est pas lié au Bangladesh, je pense que c'est vraiment une lecture à faire. Et je trouve que ça serait vraiment une lecture intéressante à faire à l'école. Le troisième livre, c'est La Maison des Sept Pignons, donc en anglais The House of the Seven Gables, je ne sais pas. Gabel en allemand ça veut dire fourchette, donc ça me fait rire à chaque fois le titre, Oui, je suis une gamine. De l'auteur, donc ce livre est de l'auteur Nathaniel Hawthorne. Il est sorti en 1851 et c'est un roman gothique. L'histoire débute sur une injustice. Le colonel Pynchon, encore un nom que je ne sais pas prononcer, a dérobé une terre à Matthew Moore, qui est accusé de sorcellerie et qui va être exécuté à cause de ça. Avant d'être exécuté, il lance une malédiction à la famille et quelques temps plus tard, le colonel meurt dans d'étranges circonstances. Donc ça c'est le début de l'histoire et après on se retrouve avec encore un nom, Epsiba, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois, qui vit dans cette maison que l'on dit maudite et hantée avec son frère Clifford qui a passé, je crois, 30 ans en prison. Je ne vous dis pas exactement les détails de cette histoire. Et qui reçoivent la visite de leur cousine Phoebe. Donc à partir de là, on va un peu voir leur quotidien, mais aussi il y a certains secrets qui vont être dévoilés. Donc je ne vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai été très surprise par la fin, une bonne surprise. Et j'ai trouvé les personnages très bien développés. C'est généralement pas quelque chose qui est important pour moi de me sentir proche des personnages et de les apprécier, mais là, je les ai appréciés et je me suis sentie proche d'eux comme si je les connaissais. C'est vraiment intéressant, c'est pas quelque chose qui m'arrive forcément, donc en tout cas, c'était quelque chose qui était assez bien fait dans ce livre.
Après, une petite remarque concernant peut-être la construction de la narration. J'ai trouvé le rythme assez inégal. Donc on a le début avec cette histoire de terre qui a été volée, de sorcellerie, etc. Où là le suspense monte, il y a vraiment un rythme assez rapide, on est de suite dans l'histoire et après on arrive à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus calme et ça va être beaucoup plus long. Il y a certaines parties qui sont, je pense, peut-être un peu longues, qui n'étaient pas forcément utiles à l'intrigue, qui étaient peut-être plus utiles du coup à la construction des personnages et au fait qu'on s'attache beaucoup à eux, mais pas forcément à l'intrigue. Donc peut-être que j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus... pas par exemple le début et après cette autre partie-là, mais plutôt les deux en même temps. Donc on va avoir un petit peu le début où on a cette histoire de terre qui est volée, puis on a le présent et puis on revient après en arrière. Et, enfin vous voyez cet échange entre les deux temps du coup. Donc je sais pas, dans tous les cas, ça m'a pas mal plu. Ça va peut-être être un peu lent pour certaines personnes qui aiment beaucoup l'action, qui aiment que ça aille vite. Mais si vous aimez les classiques, si vous aimez les romans gothiques, ça peut vous plaire. Quatrième et dernier livre que je vous présenterai aujourd'hui, c'est L'attentat de Yasmina Khadra, sorti en 2005, prix des libraires en 2006. Donc l'auteur Yasmina Khadra, auteur algérien, né en 1955, de son vrai nom Mohamed Moulsoul, que je prononce certainement mal, peu importe, je pense que vous connaissez Yasmina Khadra. Ce livre-là fait partie d'une trilogie. Alors le premier, il me semble que c'est Les Hirondelles de Kaboul, L'attentat, c'est le deuxième, et après on a Les Sirènes de Bagdad. Mais je crois qu'ils sont tous individuels, en tout cas il n'y a pas d'informations qui m'ont manqué quand j'ai lu celui-là. Je pense qu'ils se regroupent autour d'un même thème, mais je ne sais pas s'il y a les personnages qui reviennent ou quoi que ce soit. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Amin, qui est un Palestinien naturalisé israélien, qui est quelqu'un de très respecté par sa communauté, qui a eu du succès dans ses études. Il est devenu chirurgien, il a un bon travail, il est reconnu en tant que chirurgien, il a une situation financière confortable. Donc voilà, il est un petit peu... tout va bien pour lui. Et il est marié à Siem, qui est aussi palestinienne naturalisée israélienne. Et la première scène de ce livre, en fait, un attentat a lieu, d'où le titre. Et on découvre finalement, donc Amin découvre que le kamikaze, c'est sa femme. Donc au début, bien sûr, il y a le déni, il ne peut pas y croire, c'est pas possible que ce soit sa femme. Et finalement, il va devoir voir la vérité en face. C'est bien sa femme qui a fait ça, donc s'ensuit un questionnement, s'ensuit beaucoup de douleur forcément, de se dire je ne l'ai pas vu, et d'incompréhension. Le roman est assez différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça serait vraiment purement psychologique, que ça se baserait seulement sur comment Amin arrive à accepter ça, à le comprendre, etc. Donc en partie c'est ça, mais il y a aussi pas mal d'actions, parce que pour gérer ça, Amin décide de découvrir qui est derrière tout ça, donc avec qui elle a travaillé. Donc en fait, c'est pas forcément mon goût, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus psychologique, mais je peux comprendre du coup que ça plaise à beaucoup de personnes parce qu'il y a aussi pas mal d'actions. Quelque chose qui m'a un peu manqué, c'est que finalement, et ça peut paraître paradoxal, on n'a pas tellement parlé de sa femme. En fait, on en parle et c'est le sujet du livre, mais en même temps, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur elle qui pourraient nous aider à comprendre, qui pourraient, nous donner une vision un peu plus complète de qui est cette femme, qui est ce personnage en fait. Donc ça m'a un peu manqué. Et ce qui m'a étonnée aussi en rapport avec ça, donc une des seules informations qu'on a par rapport à cette femme-là et ce qui l'a poussée à faire ça, c'est que elle a toujours eu ce ressenti-là en elle. Parce que ça aurait pu être un déclic aussi, mais apparemment c'est pas le cas. C'est pas très... Enfin, je vous donne cette information, mais c'est pas extrêmement important non plus dans le livre. Et je me dis finalement, mais si elle a toujours eu ça en elle, comment il a fait pour ne pas le voir? Parce que généralement, quand une personne se radicalise ou quand elle a ce genre de pensée-là, c'est généralement les familles qui s'en aperçoivent en premier. Et je me dis, mais tu as été mariée avec elle,
Et tu t'es jamais rendu compte qu'elle avait cette vision, cette perspective-là. Donc soit ils se sont jamais parlé depuis qu'ils sont mariés, soit il est un peu naïf quand même, parce que à aucun moment il se dit... C'est vrai qu'elle avait dit telle ou telle chose et je pensais pas qu'elle le pensait vraiment, ou je pense pas qu'elle irait jusque-là. On n'a jamais ça dans tout le roman et c'est vrai que ça m'a un peu étonnée. J'ai fini le livre hier, donc je dois vous avouer que je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais quelque chose qui m'a interpellée, c'est que les kamikazes, donc je rentre pas trop dans les détails pour pas vous gâcher le suspense, mais j'ai trouvé que les kamikazes étaient parfois décrits de façon relativement sympathique, en un sens. En fait, on lit ça et on se dit pas forcément, on n'a pas forcément de... Presque on pourrait les comprendre en un sens. Donc ça m'a vraiment un peu surprise. Je sais pas trop quoi en penser. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis. Mais du coup, ça m'a un peu surprise et c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis hier et j'ai pas vraiment d'avis sur cet aspect-là du livre. Donc j'ai apprécié ma lecture. Du fait de mes goûts, ça ne restera pas forcément, ça ne sera pas forcément une de mes lectures préférées, mais j'ai quand même apprécié. Et je peux comprendre tout à fait pourquoi Yasmina Khadra est aussi populaire et je peux comprendre pourquoi ce livre plaît autant. Donc si la thématique vous intéresse, vous pouvez lire, je vous le conseille. Mais sachez garder à l'esprit que ça ne sera pas un roman qui sera uniquement focalisé sur l'aspect psychologique. Le 5e livre que j'ai lu, c'est juste pour vous le montrer, mais j'en parlerai plus tard, c'est My Dark Vanessa. Juste voilà pour vous dire ce qui vous attend dans ma prochaine vidéo, mais on en parlera donc plus tard. Ce mois-ci, j'ai aussi regardé 2 séries et un film dont je vous parle maintenant. La première série, c'est Extracurricular. C'est une série coréenne et l'histoire est un peu particulière. C'est un lycéen qui a été abandonné par ses parents, donc il est seul, il doit subvenir à ses besoins et il doit aussi économiser, gagner beaucoup d'argent pour pouvoir entrer à l'université plus tard. Il a juste envie d'avoir une vie normale, un travail normal, bon, vous comprenez le truc, mais du coup il a besoin d'argent. Et il décide de devenir proxénète anonyme. Oui, c'est très étrange. Mais donc voilà, il fait ça et donc il met en relation, grâce à une application, il met en relation des prostituées et des clients. Certaines de ces prostituées sont mineures, donc ça ajoute une couche à l'histoire. Et à la base, en fait, tout se passe correctement. Mais il va y avoir plusieurs événements qui vont compliquer la situation, et notamment le fait qu'une élève de sa classe découvre ce qui se passe et elle lui fait du chantage pour travailler avec lui. Donc à partir de là, tout ne va plus très bien aller. Malgré cette intrigue qui est pas forcément des plus positives, la série commence de façon assez légère, voire vraiment humoristique. Mais plus on avance, plus il va y avoir des choses assez choquantes, certaines scènes assez violentes qui dénotent par rapport à cette atmosphère et même par rapport à l'esthétique de la série. Donc c'est vraiment assez étonnant et je préfère prévenir si vous êtes un peu sensible. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série et ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment nuancé. On n'a pas cette morale à la fin de ça c'est bien, ça c'est mal, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça m'a rappelé un peu en ce sens le manga Death Note, où en fait on a une histoire et c'est plus complexe que il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. On nous présente les choses et on peut pas vraiment ni justifier ses actes, ni complètement les condamner. Donc c'était intéressant. Une question que je me suis posée par rapport à la série, à la fin de chaque épisode, il y a un petit message. Alors je ne sais plus exactement, mais c'était en gros si vous rencontrez des difficultés, prévenez un parent ou un professeur, un truc comme ça. Et c'est drôle parce que moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était ironique. Parce que ils peuvent pas en fait. Les personnages de cette série ne peuvent pas en parler à qui que ce soit. Premièrement parce que le personnage principal n'a pas de famille. Et donc il n'a pas vraiment
beaucoup d'adultes autour de lui prêts à le soutenir, mais en plus de ça, en fait, il va y avoir des répercussions vraiment énormes s'il parle à quelqu'un. Mais une personne m'a dit, moi je pense pas, je pense que c'est un message pour prévenir les ados qui regarderaient cette série et leur dire, voilà, si vous avez des problèmes, il faut surtout en parler à quelqu'un, à un adulte proche de vous. Donc le mystère reste entier. Est-ce que c'était ironique ou est-ce que c'était un message pour dire faites attention? Je ne sais pas. La deuxième série que j'ai regardée, une série japonaise qui s'appelle Alice in Borderland. Au début j'avais lu Borderland. Non, c'est Borderland. Bref, donc c'est trois amis qui se retrouvent comme dans un monde parallèle. Ils sont à Tokyo. Et d'un coup, en fait, ils se cachent à un moment pour une raison, bon bref, c'est pas très important. Mais finalement, quand ils sortent de leur cachette, ils se rendent compte que tout le monde a disparu à Tokyo. Tout le monde. Et ils se retrouvent, en fait, Tokyo est devenu comme une arène de jeux. Et ils sont obligés de participer à des jeux, sinon ils meurent. Et le risque de participer à ces jeux, c'est de mourir aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez original, donc encore une fois il y a certaines, ça risque d'être un petit peu violent et choquant pour certaines personnes, donc si c'est votre cas, ne regardez pas. En tout cas, j'ai adoré cette série, il me tarde tellement de voir la saison 2, j'ai trouvé que c'était extrêmement original, que c'était vraiment intéressant à plein de points de vue. Il y a du rythme, l'histoire est originale, on touche les développements des personnages, j'ai adoré, donc il me tarde. Et je pense que si vous avez vu Black Mirror et que ce genre de série vous plaît, je pense que Alice in Borderland vous plaira aussi. Le dernier film que j'ai vu, c'était Mulan. Donc je pense que vous connaissez, mais un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est un Disney. Mulan, c'est une... donc elle vit dans une province chinoise, dans un petit village. Et la guerre est déclarée. On demande à tous les hommes de venir se battre. Mais son père est très vieux et elle veut pas qu'il aille se battre. Donc elle décide de partir en cachette et de dire qu'elle est un homme, finalement, et de partir là-bas. Donc la particularité aussi, on voit quand elle a été enfant, qu'elle a été élevée un petit peu comme on aurait élevé un garçon, pardon. Donc elle sait déjà se battre, elle n'est pas... c'est-à-dire que c'est une femme, mais qui est... quand elle est plus jeune, quand elle est enfant, elle est quand même regardée un peu de travers parce qu'elle a eu cette éducation donc dite de garçon et elle passe pas vraiment dans ce qu'on attend d'elle. Je ne suis pas une fan de Disney, mais j'avais envie de regarder celui-là parce que la bande-annonce avait l'air pas mal. Et j'ai trouvé vraiment l'adaptation réussie. J'ai trouvé qu'il y avait eu certains éléments qui apportaient un réel intérêt et qui rendaient l'histoire donc différente. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y avait certaines choses qui étaient assez différentes du dessin animé. Je ne m'en souviens pas très bien, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un réel intérêt. C'est autant pour les petits que pour les grands. Je trouvais que c'était assez réussi. Ça aussi du coup. Et j'ai été très très intéressée par le personnage de la sorcière. J'aurais aimé en voir plus et je trouve que ça serait tellement une bonne idée de faire un film plutôt pour adultes, peut-être un peu plus complexe, sur la sorcière, sur son histoire d'avant. Si c'est le genre de film qui vous plaît, une version un peu plus adulte, ça serait The Rise of Phoenixes, qui est une série chinoise où on a aussi un personnage une femme qui va devoir se travestir. Et c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai jamais vues. C'est bien mieux que Mulan, mais il y a un peu des thématiques qui sont similaires. Donc si Mulan vous plaît, je pense que ça peut vous plaire aussi. J'ai juste une question. Bon, ok, vous allez me dire c'est pas très important, mais quand elle est là-bas avec les hommes et qu'elle fait son entraînement, elle fait comment quand elle a ses règles? Voilà, donc un petit manque dans le développement de l'intrigue. Mais à part ça, le film était bien. Je vous le conseille quand même si c'est le genre de choses qui peut vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures récentes et mes séries récentes et mes films récents. J'espère que je vous aurai donné quelques idées de lecture, de séries. Et je vous dis à une prochaine vidéo.